Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast de AI for HR. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir Monsieur Yassine Saber, cofondateur de MyPiley et entrepreneur dans différents domaines, dans les télécoms, dans la formation. Franchement, je suis un grand fan de Yassine. Aujourd'hui, la thématique principale, ça sera la transformation RH au Maroc. Alors, sans plus tarder, on va céder la parole à Yassine afin qu'il se présente. Et puis, Yassine, je t'ai présenté pas mal de petites questions intéressantes. J'ai hâte de te les poser. Mais d'abord, voilà, je te laisse te présenter au grand public. Ok, tout d'abord, merci Youssef pour votre invitation justement au podcast AI for HR. Tout d'abord, je m'appelle Yassine Saber, j'ai plusieurs casquettes. Je suis de formation, je suis ingénieur en télécommunications, j'ai fait mes études à l'école Mohamed d'ingénieur. Je suis chef d'entreprise, je gère une entreprise qui s'appelle IP2S. IP2S. Exactement. C'est une société qui propose des services en réseau informatique et télécom. Je suis aussi le cofondateur de MyPiley RH. C'est une start-up franco-marocaine, justement. On a développé une application, une plateforme en mode SaaS de gestion RH, ce qu'on appelle le SIRH. Je suis aussi le cofondateur du centre Kaizen Skills, c'est un centre de formation professionnelle. Donc, en gros, c'est ça. Ok, très bien. Alors, avant de passer aux choses sérieuses, on va rester un petit peu dans cette introduction, parler un petit peu de toi, un tout petit peu. Alors déjà, quelles sont tes motivations, quelles ont été tes motivations pour lancer autant d'initiatives? C'est énorme, tabarakallah. Certes, ça me rappelle un petit peu quelqu'un qu'on connaît tous les deux, mais voilà, comment tu peux expliquer autant d'initiatives CSC? Ok, là je t'explique. En fait, lorsque j'ai fait mes études, un parcours classique. Je fais du sciences maths, lycée. Une fois tu obtiens ton bac, next step c'est les classes prépa, puis école d'ingénieur. Une fois que tu termines l'école d'ingénieur, tu cherches une entreprise, d'être faire en tant que salarié. Donc c'était un parcours classique. Donc avec le parcours classique, et une fois une grande entreprise dans le secteur des télécoms, à un certain moment, après environ 8 ans d'expérience en tant que salarié, je me suis dit, what's next? Ça fait ressentir le temps. Donc du coup, j'ai décidé en 2014, j'ai commencé à poser des questions et j'ai décidé justement de déposer ma démission. J'avais pas d'offre, donc j'ai quitté le salariat. Donc le first step après que j'ai quitté le salariat, c'était ce qu'on appelle le consulting. Donc j'étais consultant freelance. Donc j'avais pas vraiment il y avait une entreprise, mais pas avec des salariés et des ressources humaines. J'étais, je vais dire, mono-entrepreneur. Je ne vais pas dire auto-entrepreneur parce que solo-entrepreneur. Ou la solo-entrepreneur, justement. Ou bien solo-entrepreneur. Solo, exactement. Donc du coup, c'était ma première expérience. Donc j'ai commencé par... ce qui était classique, c'est déjà, j'avais de l'expérience technique dans le domaine des télécoms, donc j'étais consultant en télécom. En même temps, moi je suis fan par tout ce qui est formation, learning, donc j'étais aussi formateur. C'est là où j'ai créé le cabinet Kaizen Skills, c'est un cabinet de formation avec un ami à moi, et on a commencé à faire des formations. Et en même temps, il y avait le consulting. À un certain moment, lorsque tu es la partie consulting, le solo entrepreneur, tu as deux options. Soit tu restes dans cette case à vie, toujours tu travailles seul, soit tu dis ok, je dois me développer. Si tu veux se développer, justement il faut avoir des ressources, des ressources humaines, parce qu'on ne peut pas faire tout. C'est là où next step. Donc la deuxième étape, c'était justement lorsque j'ai commencé à recruter des gens, des équipes. À Kaizen? C'est à Kaizen et aussi à IP2S. Okay. Pour Kaizen, c'était simple. Je voulais, au début, c'était moi le formateur. Par la suite, si justement on voulait développer le business, moi je ne peux pas faire des centaines de formations en même temps. Donc du coup, on a besoin de formateurs. Donc on a commencé à travailler avec des partenaires et on a commencé justement à diversifier notre catalogue de formation. Et la partie commerciale et la partie marketing, on a commencé à recruter
une équipe qui commence justement à faire tout ce qui est commercial, marketing derrière et aussi sur la partie digitale. Parce qu'on a surtout, au niveau de Kaizen, on a surtout. SEO. C'était la partie SEO, effectivement. On travaille sur le site web et on travaille sur toute la partie SEO, Google, recherche Google et tout. Moi, je me rappelle quand je cherchais PMP au Maroc, je trouvais toujours Kaizen comme premier résultat. À un certain moment, chaque fois que tu mets formation PMP Casablanca, on était à un certain moment les premiers justement pendant une longue durée. Donc, on a eu beaucoup de clients, principalement grâce à Google. D'ailleurs, toujours je le dis, notre premier commercial, c'est Google. Bien sûr. Mais bien sûr, il y a derrière un travail. Google, mais derrière, il y a un travail. Google en un seul clic. Soit tu payes de l'argent pour ads, soit tu travailles ici, vous avez content. Ok. Donc là, ce qu'on a fait à Kaizen, on a justement essayé d'automatiser les tâches commerciales, marketing et tout ce qui prospecte. Donc c'est pour cela qu'on a mis une équipe qui travaille sur des process. Donc par la suite, à un certain moment, Kaizen, le process de commercial, de formation et tout, pour nous, ce sont des opérations répétitives qui sont automatisées. Donc une fois que j'ai pu justement automatiser le process Kaizen, j'ai passé par la suite vers la partie IP2S. Donc IP2S, c'est là où on a commencé justement à développer le business. On a commencé justement à faire des partenariats avec des clients, principalement des opérateurs télécoms au Maroc, ici en Afrique. On a gagné des projets avec plusieurs entreprises, tout ce qui est intégration, réseau informatique et télécom. Et à un certain moment, lorsque tu commences à avoir beaucoup de projets, tu auras besoin de ressources. Ok. Donc, on a commencé à recruter. Le démarrage de recrutement au sein de IP2S, c'était vraiment des recrutements très classiques. Soit je cherche sur LinkedIn des profils, soit une recommandation d'un ami, justement. Donc, et on commence à faire des entretiens. Et parfois, ça se base principalement soit sur le CV, soit sur le feeling, et surtout sur la négociation en termes de salaire et de package globalement. Parce que en tant qu'une entreprise qui vient de démarrer, on a des budgets plus ou moins limités. C'est pour cela. Je vais t'arrêter, je vais te limiter maintenant ici. Je vais t'arrêter ici parce que là, tu as commencé à parler d'autre chose. La question au début, c'était serial entrepreneur. Ouais. Après, là, on a commencé à parler de RH et tout ça. Moi, je préfère y aller étape par étape avec l'audience, comme ça, on va leur préparer un petit peu la suite. Parce que là, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de bagages. Je vais essayer de canaliser un petit peu. Okay. Alors, très bien. Donc là, à force de t'écouter, je me rends compte que voilà, tu as une vraie expérience de gestion des ressources humaines. Ouais. À part le fait que tu sois un entrepreneur, tout à l'heure dans ton discours, tu parlais de onboarding, tu parlais de démissionner, tu parlais de recruter, tu parlais de prospecter. Donc finalement, là on se rend compte que vraiment en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise au Maroc, tu as également cette casquette de DRH. Ouais. Donc généralement dans les TPE, on n'a pas un manager au niveau des plus grosses boîtes. Donc pour la partie RH, on va trouver généralement un chargé des ressources humaines. Donc il va s'occuper de filtrer les CV, d'organiser une série d'entretiens, etc. Et du coup, là, le management stratégique du volet humain, du capital humain, j'imagine que c'est toi-même qui t'en occupais. Alors, parle-moi pendant une petite minute à 2 minutes, donc comme ça j'essaie de cadrer un peu, de ton expérience en tant que DRH. Quels sont les défis que tu as rencontrés en tant que chef de TPE, chef d'entreprise ici au Maroc? Ok, justement pour parler de la gestion des ressources humaines, en fait moi je vais parler du cycle de vie d'une entreprise. Parce que la gestion des ressources humaines, ça dépend de l'état d'entreprise. Je m'explique. Donc, lorsque j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'étais seul. Donc, la partie RH, c'était principalement la gestion des consultants freelance stagiaires avec lesquels je bosse. Okay. Par la suite, une fois, on a commencé à grandir un petit peu. Donc, on commence à recruter. Déjà, la première tâche. Au début, c'était en mode sourcing. Exact, sourcing, effectivement. Ouais. C'est principalement sourcing. On doit chercher les meilleurs profils avec le moindre coût possible. Parce qu'en tant que petite entreprise qui vient de démarrer, bien sûr, on propose le service à prix plus ou moins compétitif. Donc, du coup, pour être compétitif, tu dois minimiser tes charges. C'est pour cela, ma mission principale, la partie sourcing, c'est justement chercher les meilleurs profils au coût le plus intéressant possible pour rester compétitif. Donc c'était principalement ça ma tâche au début. Donc par la suite, une fois on a commencé justement à
à agrandir justement nos ressources humaines internes. Donc il y avait d'autres problématiques qui commencent à... D'abord, pour présenter d'ailleurs au niveau de IP2C par exemple, tout ce qui est relatif par exemple à la demande de congé par exemple. Okay. Je vous donne un exemple. À IP2, à un certain moment, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui voulait justement demander un congé, c'était vraiment d'une manière très très basique. Freestyle. Parfois on me demande directement, j'ai besoin de la dame, parfois tu rentres effectivement, j'ai besoin de prendre 3 jours, une semaine, ça va la semaine prochaine. Et généralement moi je réponds, je dis ok, est-ce que le planning est-ce qu'il y a le backup, ok c'est fait, donc ok je valide. Parfois je valide même sur WhatsApp les congés. Ok. Et le problème chez Tioka, c'est que une fois par exemple avec le collaborateur, à un certain moment, lorsqu'il veut quitter ou la démissionner, ou avec notre judiciaire ou le comptable, lorsqu'il veut préparer justement le solde de compte le collaborateur qui a démissionné, on doit justement en principe avoir le solde congé pour qu'il prépare le solde de compte. Donc parfois, l'information, je ne l'ai pas. Parce que soit je cherche sur WhatsApp par mail les gars qui demandent congé, soit je demande directement à la personne, soit j'ai une assistante qui peut justement avoir l'info, mais parfois l'information n'est pas vraiment très, très fiable. Donc ça c'est une problématique. Il y a une deuxième problématique que j'avais, c'est par rapport à tout ce qui est relatif aux frais de déplacement. Puisque dans le domaine des télécoms, on a beaucoup de techniciens, et les techniciens et les ingénieurs, ils se déplacent pour faire des interventions partout au Maroc, même en Afrique. Et généralement, nous, chaque fois qu'il y a un déplacement, parfois le technicien il paye des charges, l'hôtel, autoroute, parfois gasoil. On a des cartes gasoil, mais quand même parfois il y a des charges qui. Et généralement, nous, on demande à nos techniciens de déclarer toutes les dépenses qu'ils ont payées avec des reçus pour les rembourser. Le remboursement, soit ça se fait après le déplacement, parfois si c'est vraiment nécessaire, parfois on donne des avances sur salaire ou des avances pour des techniciens. Donc avec la partie ADI, parfois ça nous crée problème, parce que avec le justif, le reçu, parfois soit le technicien il le perd, parfois il s'efface, et parfois... Pas de traçabilité. Et en gros, en fait, ce que je constate, c'est que il y a eu une évolution un petit peu dans la manière de gérer un petit peu ce capital humain. Exactement. Et les problématiques y afférentes. Au début, je ne pense pas que tu avais de problème, voilà, les sauts de tout compte, ce genre de choses, parce que c'est normal, tu es en train de commencer ton aventure entrepreneuriale. Alors, un des problèmes donc tu as vécu, c'était quoi le vrai pain point? En fait, moi si j'ai bien compris, c'était l'information qui n'est pas centralisée. C'était quelque part en fait une absence de digitalisation un petit peu des processus RH, parce que ce n'était peut-être pas la priorité pour toi au début, parce que quand on commence, la priorité c'est surtout la vente, c'est le business, c'est la satisfaction du client. Donc après, le volet RH, il a commencé à prendre un petit peu de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure du temps. Du coup, quelles sont les vraies problématiques qu'un entrepreneur ou qu'un chef d'entreprise au Maroc, donc si on se base sur ton expérience, à ton avis, alors je vais reformuler ma question, d'accord? On va pas couper cette scène, moi j'ai pas de souci, je peux me tromper, on est cool. Je t'explique parce que j'ai compris l'idée. L'audience, pour reformuler la question. La question il y a, à ton avis, Yassine, en te basant sur ton expérience, quel est un petit peu l'état des lieux aujourd'hui? Donc, de la maturité, on va dire, de tout ce qui se rapporte à la digitalisation des RH au Maroc. Voilà. Ok, c'est une autre question, Aktani, mais c'est... T'as vu, c'était pas ce que tu as dit. Mais c'est intéressant aussi. Donc, lorsqu'on parle de la maturité du domaine digital RH au Maroc, on va parler d'abord de la maturité d'une manière générale de la digitalisation au Maroc. Qu'il soit RH ou autre secteur, mais on va d'abord commencer de parler de la digitalisation globalement. Donc le Maroc, il est conscient justement que le volet digital il est important. D'ailleurs,
C'est la première fois qu'on a un ministère justement dédié pour tout ce qui est digitalisation de l'administration Transformation digitale, justement. Donc il y a tout un ministère dédié pour le volet digital. Donc ça se voit justement qu'il y a une volonté gouvernementale justement pour développer le volet digital. Parce que déjà, le volet, tout ce qui est administration publique en termes de digitalisation. Est-ce que c'est une volonté ou bien une obligation? Peut-être que c'est une obligation, Ouais. parce que surtout avec le cahier de charge pour la Coupe du Monde 2030, le cahier de charge FIFA, Ouais. on est obligé effectivement. Et aussi, on sera dépassé. Surtout, on parle plus de transformation digitale, maintenant on parle de l'IA et autres technologies, automatisation. Ouais. Donc le volet transformation digitale, c'est vraiment... C'est là le BA, c'est la base. Le BA, effectivement. Donc ça, c'est un point. Donc, mais si on parle de la partie RH, selon mon expérience, parce que j'ai deux expériences sur la partie RH. La première expérience dont on a parlé tout à l'heure, c'est mon expérience en tant que chef d'entreprise, entrepreneur qui a géré justement des entreprises, et j'ai des collaborateurs avec lesquels je travaille. Ça, c'est une expérience avec laquelle j'ai cumulé pas mal Du feedback. de feedback. Et la deuxième expérience que j'ai eue, c'est à travers notre plateforme MyPiley. Parce que MyPiley, c'est une plateforme digitale qu'on a développée de gestion RH. Et on a lancé la première version de MyPiley, on a commencé à développer la MyPiley en 2020, durant la période de Corona. Mais la première version officielle commercialisée, c'était janvier 2023. Donc depuis janvier 2023 à maintenant, donc on a pas mal de clients au Maroc et en France. Et durant les différentes démonstrations, rencontres avec le prospect, le client, on a justement commencé à comprendre justement l'état des lieux du domaine RH au Maroc. Donc c'est pour ça que j'ai deux expériences, expérience personnelle, mais aussi l'expérience à travers laquelle j'ai cumulé justement à travers justement les différentes démonstrations, rencontres avec nos prospects, nos clients. Donc je dirais que il y a du travail à faire au Maroc par rapport à la partie RH. Que ce soit pour les petites entreprises et aussi pour les grandes entreprises. Parce que chaque fois qu'on parle d'une grande entreprise qui a des milliers de collaborateurs, on imagine toujours qu'ils ont, en termes de gestion RH, ils sont au top en termes de digitalisation et en termes de gestion. Mais lorsqu'on entre dans les détails de ces grandes entreprises, on constate qu'il y a des choses à améliorer. Ok, ça c'est pas un avis, mais c'est une constatation, une réalité que j'ai vécue à travers différentes rencontres avec nos clients. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ok, donc et pour moi, la partie RH, c'est une partie qui est très très importante au niveau de l'entreprise, parce que la première action qu'un directeur ressources humaines, un responsable RH, il doit faire justement, il doit recruter des bons profils. Et la sélection, c'est comme un match de foot. C'est comme un coach de foot. Donc, si tu veux gagner un match, tu as besoin des meilleurs joueurs. Ok, donc la première action qu'il faut faire, justement, il faut justement chercher les meilleurs profils. Donc, pour chercher les meilleurs profils, il faut déjà que l'entreprise, il doit avoir, je vais dire, un branding attractif. La marque employeur. La marque employeur, justement. Il doit avoir une marque employeur attractive. Parce que parfois, c'est pas toujours c'est juste question de le meilleur salaire, mais il y a un package qui fait beaucoup de choses. Ok, donc l'entreprise doit travailler sur la marque employeur pour attirer les meilleurs profils. Donc en termes de sélection, la première étape, la sélection, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des entreprises. Parce que maintenant, on a l'expérience personnelle. Chaque fois que je dépose ou je publie une offre d'emploi, sur LinkedIn ou autre plateforme, maintenant, j'écris, je mets ingénieur débutant, ingénieur expérimenté en télécommunication ou autre. Je mets l'offre, je reçois sur LinkedIn ou autre plateforme parfois des 60, 70, 80, même 100, des centaines de CV. Quand je commence à traiter les CV d'une manière manuelle, je constate que 80%, voire plus, qui n'ont rien, ce sont des CV qui n'ont rien à voir avec l'offre. Parfois, je trouve, moi je cherche un ingénieur télécom, il y a quelqu'un qui a, je sais pas, mécanicien ou assistante comptable qui dépose. Il y a des gens qui ne prennent même pas le temps pour lire l'offre pour déposer. Donc ça, c'est un gros challenge pour les recruteurs. Alors, tu as commencé à parler d'un autre sujet. Alors, moi, si je retiens déjà par rapport à la première question, tu as dit que le Maroc a beaucoup de travail à faire d'un point de vue de maturité, de transfert RH. Tu as dit qu'on est encore, malgré la grandeur des entreprises, malgré parfois très bonne marque employeur, on va trouver que voilà, l'entreprise elle galère.
justement des choses assez simples. Exact. Et c'est une source de perte de temps, c'est une source de frustration peut-être. Et ça impacte directement un petit peu le business, si je peux me permettre. T'as l'idée de lancer une start-up, j'avais pas d'idée. Donc, MyPiley, c'était en fait un besoin interne au niveau de l'entreprise IP2S. Donc, une fois qu'on a commencé à atteindre avec la barre des 30 salariés, donc les choses en termes de gestion de RH, ça devient plus difficile à gérer d'une manière classique. WhatsApp, email, Excel et tout. Donc les choses commencent à se compliquer un petit peu. Donc du coup, on était conscient qu'on doit digitaliser cette partie-là. Okay. Vu que je suis dans le domaine IT, et je suis conscient de l'importance de tout ce qui est digital dans la vie d'un entrepreneur. Donc le premier réflexe justement, c'est de commencer à chercher une solution. Ce qui m'a justement aidé à développer ça, c'est surtout mon frère qui est en France. Younes, effectivement. Donc mon frère, il est aussi ingénieur informaticien. Il a fait ses études en France, aussi ingénieur. Il a fait classe prépa Paris en France et classe prépa, école d'ingénieur et tout. On a commencé à travailler ensemble sur quelques petits projets ensemble, entre Maroc et France. Et lui, une fois il a commencé à travailler avec moi, d'une manière professionnelle, il a constaté qu'il y a un grand gap entre la gestion RH en France et la gestion RH au Maroc, en se basant sur l'expérience qu'il a vécue avec moi. Donc du coup, il m'a dit, dis donc, il faut justement mettre en place des choses pour mieux organiser la gestion RH. Donc c'est ça où le réflexe, l'idée justement de mettre en place une solution qui va nous permettre de mieux gérer nos ressources humaines, il a commencé à apparaître justement. Donc par la suite, on a commencé à chercher des solutions open source gratuites et qu'on va adapter selon notre contexte, mais ça n'a été pas évident. Pour les adapter à un contexte spécifique, ça n'a pas été évident. Donc du coup, on a commencé à penser de développer un logiciel interne propre à nous, pour répondre à notre besoin. Donc c'était ça justement la première étape. On a commencé au début à recruter un informaticien qui a commencé justement à développer la première version de MyPiley. Au début, c'était pas MyPiley, c'est juste un logiciel de gestion RH interne. En 2020 ? C'était en 2020, effectivement, en 2020, durant la période Corona, surtout lorsqu'on a commencé à travailler en télétravail après les périodes de confinement. Donc on a basculé vers Teams et là c'est là où on a commencé justement à sentir la valeur du volet digital parce que tout le monde était confiné et on devait travailler ensemble à distance. Donc c'est durant cette période qu'on a commencé à développer les premières versions de MyPiley. Et une fois qu'on a commencé à utiliser nous-mêmes MyPiley, on a commencé justement à améliorer, ajouter des modules, des fonctionnalités d'une manière agile. Chaque fois qu'il y a un besoin, on le traite et on l'intègre. Et chaque fois qu'il y a des feedbacks de nos utilisateurs, donc on essaie de l'améliorer petit à petit. Donc durant 2020 et je dirais même 2021, c'était principalement MyPiley destiné pour un besoin interne. C'est à partir de 2021, vers fin 2021, qu'on a commencé à réfléchir de lancer un produit externe qu'on va commercialiser. Parce que tellement, lorsqu'on a fait un benchmarking international pour voir l'ensemble des solutions qui proposaient la même chose que nous, on a constaté que notre solution MyPiley était compétitive. Était très compétitive en termes de fonctionnalité, en termes de pricing. On a justement mis un pricing justement compétitif, mais en termes de fonctionnalité, on était vraiment au top. Et je ne parle pas du Maroc, on a fait un benchmarking international, surtout l'Europe et si je te pose la question par rapport au Maroc, quelles sont les solutions qui existent déjà au Maroc? Justement, donc, au Maroc, il y a tout ce qui est open source. Il y a plusieurs intégrateurs qui utilisent de Odoo et tout ce qui est open source et qui essaient justement de réadapter ça pour des besoins spécifiques de chaque entreprise. Donc ce sont des intégrateurs qui utilisent ces open source pour les intégrer. Par contre, au Maroc, je dirais aussi qu'il y a la solution la plus ancienne qui existait au Maroc. Il y a Agir par exemple. C'est une solution marocaine. Oui, justement. Par une émission aussi. Oui, exactement, effectivement. Vous adorez le RH, vous les aimez. C'est comme ce choui, petit clin d'œil, c'est Ahmed. Exactement. Mais nous, ce qu'on a essayé justement de faire, on a essayé justement de jouer principalement sur la simplicité, sur le design. On voulait justement créer une sorte de c'est comme un réseau social interne à l'entreprise. Au lieu de mettre en place un logiciel très archaïque, justement, c'est là où tu vas juste faire des demandes de congés et tout. On a essayé justement de créer un espace interactif. On a même mis des jeux, des
un module sondage d'humeur. Donc justement, on essaie justement de créer du fun à l'intérieur de la plateforme MyPiley. Comme ça, le collaborateur, l'utilisateur, il va sentir qu'il est dans un espace interne d'entreprise. Alors mypiley-6hr.com, c'est gratuit si vous avez une entreprise qui ne dépasse pas les 5 employés. Exactement. En fait, l'idée de ça. Franchement, moi, tu m'as donné envie d'utiliser, tu sais, le terme interactif, engageant, le jeu et tout ça, ça m'a attiré, tu vois. Ouais, et ok, très bien. Franchement, c'est très intéressant la manière dont tu l'as présenté. Moi, j'ai une question en fait qui surgit comme ça au pif. C'est quoi la différence entre MyPiley et Odoo, à part ce côté social et interactif? En tout cas, lorsqu'on parle de Odoo, Odoo c'est une solution, je dirais même c'est un ERP qui inclut plusieurs modules. Ok, nous on est spécialisé pour la partie RH. Odoo, il y a RH, il y a le volet CRM, warehousing, tout ce qui est logistique. Donc il y a plusieurs modules. Et bien sûr, Odoo c'est open source. Ça veut dire que vous pouvez justement l'installer sur vos propres serveurs d'une manière gratuite, l'adapter comme vous voulez. Il y a bien sûr les versions payantes si vous voulez justement utiliser la version cloud. Nous, on s'est spécialisé sur la partie RH. On a dit que le métier RH, c'est un métier qui mérite une solution dédiée pour la partie RH. Et ce qui est intéressant au niveau du MyPiley, c'est que on essaie d'écouter le marché, d'écouter le besoin, on s'adapte. Ça, c'est par exemple que, par exemple, la semaine dernière, il y a un client qui a commandé MyPiley pour environ une centaine de collaborateurs. Donc, durant une différentes réunions avec le client, on a constaté qu'il a quelques besoins spécifiques. Et une fois qu'on a analysé ces besoins, on a constaté qu'effectivement, ce sont des besoins qui pourraient aussi intéresser d'autres personnes. Donc, nous, avec nos ingénieurs développeurs, on intègre ça sur notre backlog. Et on développe ces fonctionnalités. Ça veut dire qu'on est flexible. Ça veut dire qu'on peut répondre aux besoins des clients. Chaque fois qu'il y a une demande d'un client, justement, on peut. Par exemple, les autres plateformes, parfois c'est pas évident justement de s'adapter aux clients. Effectivement, donc, on a cette flexibilité. C'est ça l'avantage d'une start-up. Exact. Et puis il y a aussi l'avantage de deux contextes différents. Il y a le contexte marocain avec tous ces challenges, et le contexte français aussi, avec son niveau de maturité qui est beaucoup plus important. Ouais. Je pense que ça fait un bon mix qui vous permet de proposer une variété de fonctionnalités pour le marché. Alors, la question qui se pose maintenant que tu m'as expliqué tout ça, moi j'aimerais bien avoir un retour du marché. Alors, vous avez combien de clients au Maroc déjà? Nous, on parle surtout en termes d'utilisateurs. Okay. On a environ plus que, pour le moment, ça fait 1 année et demie qu'on a officiellement commercialisé, donc on a 300 utilisateurs au total. Au Maroc? C'est entre Maroc et France. 300 entreprises qui utilisent MyPiley. Très bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les retours. Alors, ces entreprises-là qui ont utilisé MyPiley, quels sont les vrais problèmes que vous les avez aidés à résoudre? Parce que là on va commencer à comprendre un petit peu le niveau de maturité de l'écosystème RH au Maroc à travers les problématiques de cet échantillon-là de 300 clients quand même. Donc moi je trouve que c'est intéressant de se focaliser sur cette base d'utilisateurs. Et puis la question qui va venir après, comment est-ce que MyPiley leur a permis de créer de la valeur ajoutée? Donc c'est une question avec deux parties. En tout cas, durant cette période de prospection et de vente de notre produit MyPiley au Maroc et en France, justement, on a appris beaucoup de choses à travers nos clients. Par exemple, au Maroc, il y a déjà une problématique relative au code de travail. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui ne maîtrisent pas très bien justement les clauses du code de travail. Je te donne un exemple. Par exemple, les congés. Si quelqu'un justement il demande, c'est pas quelques jours de congé, est-ce que le samedi il est inclus, n'est pas inclus? Donc est-ce qu'il y a parfois quelques congés spéciaux? Le décès d'un frère, je sais pas de qui. Est-ce que c'est un congé payé ou c'est un congé justement offert par l'État? Est-ce que donc il y a par exemple il y a beaucoup d'entreprises qui ne maîtrisent pas justement ce volet-là. Donc au niveau de MyPiley, ce qu'on a fait, on a pris tout ce qui est code de travail marocain. Par exemple, en termes de congés, on a intégré tout sur notre plateforme. C'est-à-dire que l'entreprise, au lieu justement de commencer à chercher, à comprendre ce que dit la loi, MyPiley est prête. Une fois un client il commande MyPiley, une fois qu'il commence à l'utiliser, automatiquement le collaborateur, une fois il veut faire une demande de congé,
il va dire ok, c'est quel type de congé? Est-ce que congé payé? Ok, on a par exemple 18 jours ouvrables par an. En fait, la logique sur MyPilot, elle prend en considération ces éléments. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Exactement. Et vous avez remarqué que donc, les gestionnaires des ressources humaines ou bien les personnes qui se chargent des RH dans les entreprises, ils ne sont pas forcément bien renseignés sur le code de travail. Ok, donc un autre problème peut-être, ou deux autres problèmes que tu as remarqués sur le terrain? Le deuxième problème, c'est justement en termes de la partie organigramme. Généralement, les entreprises, certes, il y a des postes, il y a des managers, des chefs de service, chefs de département, mais chaque fois qu'on commence à discuter avec nos clients, surtout au Maroc, par rapport à l'organigramme, est-ce qu'il y a un organigramme officiel mis en place? On constate qu'il y a pas mal d'entreprises, et je ne parle pas des petites entreprises, je parle parfois même des TPE, des PME, qui sont là, qui fonctionnaient depuis des années, et pourtant ils n'ont pas vraiment un vrai organigramme officiel. Et généralement, au niveau de MyPilot, on a cette option. Chaque fois que tu ajoutes les collaborateurs au niveau de MyPilot, automatiquement l'organigramme commence à se générer automatiquement. Il faut juste spécifier le collaborateur, c'est qui son manager, département. Une fois que tu définis son manager sur le département, automatiquement il s'intègre. Et là qu'on trouve justement parfois quelques problématiques, parce que le MyPilot, c'est un logiciel digital et logique. Une fois qu'on commence à ajouter les collaborateurs d'une manière logique, le résultat qu'on obtient sur MyPilot, parfois, il est un petit peu différent de la réalité client. C'est pour cela parfois le client commence à se rendre compte qu'il a une problématique au niveau de la partie organigramme. Donc ça, c'est aussi justement une problématique qu'on a vécue. Il y a aussi la partie, tout à l'heure on a parlé de la partie, tout ce qui est note de frais justement. Parfois au niveau des entreprises, on paye justement les collaborateurs, les techniciens chaque fois qu'ils font des déplacements et tout, donc on leur paye justement les frais de déplacement. Parfois le directeur, surtout la partie chef de projet, directeur, parfois on aimerait bien savoir est-ce que ces frais, le coût de ces frais de déplacement par rapport au projet. Ok, donc c'est une information que MyPilot permet de faire ça. Par exemple, nous au niveau du IP2S, on a pas mal de projets. Ok, un technicien peut se déplacer plusieurs fois, mais sur plusieurs projets différents. Et pour justement voir est-ce que le projet X il est rentable ou pas, je dois justement calculer l'ensemble des charges relatives à ce projet-là. Donc à travers MyPilot, on peut justement automatiquement et facilement avec un reporting déterminer justement les frais de déplacement par projet, par utilisateur, par client. Donc ça c'est aussi, ça aide pas mal ça aide non seulement les ressources humaines, mais ça aide aussi l'équipe qui gère des projets. Donc en tout cas chaque module, en fait on a plusieurs modules et chaque module il a une touche, un plus, une valeur qui pourrait être créée soit pour les responsables RH, parce que ça va leur aider à mieux gérer leur quotidien, et aussi ça peut aider aussi les directeurs d'entreprise. Très bien. Très bien, merci pour les réponses. Alors, bientôt je vais commencer à parler AI, parce que notre podcast il s'appelle AI for HR. Donc là on a donné pas mal de temps à HR. Je vais ajouter un petit peu de temps en plus avant de passer le AI. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est la résistance au changement. C'est bien beau tout ça. Franchement, moi tu m'as vendu la solution. Moi je veux l'utiliser dès aujourd'hui. D'accord? Surtout que c'est gratuit pour les 5 utilisateurs. Après, je pense pour notre communauté, et pour les gens qui veulent avoir plus que 5 utilisateurs, on peut leur faire une remise spéciale. Parce qu'on va vous tenir au courant dans notre newsletter. La question, c'est par rapport à la résistance au changement. Donc, les entreprises, elles sont habituées à travailler d'une certaine manière. Certes, elles sont conscientes de leurs problèmes. Quand on leur apporte la solution, ils ne sont pas habitués à l'utiliser. Et donc, ça, c'est pas évident à gérer parce qu'il y aura des gens qui seront toujours résistants. Donc, voilà, ma question, elle se rapporte surtout à ce volet-là. Donc, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Ok, effectivement, donc le domaine digital d'une manière générale, il y aura toujours de la résistance. Maintenant, l'IA actuellement, on sait que l'IA il a de la valeur ajoutée et pourtant il y a toujours de la résistance, surtout je parle au niveau des entreprises. Généralement, si la volonté du top management elle est là, si le top management, je parle du directeur général, le directeur des ressources humaines, si vraiment il est conscient de l'importance de tout ce qui est digital, donc ça nous aide beaucoup à dépasser cette résistance. Parce que la résistance, il sera toujours là. Okay. Quelqu'un qui écrit sur des livres, ou là, des carnets, ou là, en papier physique, et tu lui demandes de faire tout le travail sur PC,
Certes, c'est plus facile, plus simple, plus sécurisé et tout, mais parfois il y a de la résistance. Il est pas habitué. Légalisation, il va pas apprécier. Absolument. Donc la résistance est toujours là. C'est pour cela et justement il y a cette conduite de changement qu'il faut mettre en place, mais cette conduite de changement, entre la partie RH Et et top aussi management. top management et aussi le rôle de l'SI. Les SI, ils ont un rôle très important. Ouais. Parce que les SI ont aussi une vision différente. Parce que généralement, lorsqu'on va mettre en place une solution digitale, il y a le volet sécurité, il y a le volet informatique, accès, test, et il y a beaucoup de choses justement. Donc moi personnellement, pour dépasser de la résistance, il y a déjà une volonté de top management. Les cas de la volonté, ça serait bien. خاص RH يكونوا impliqués يكونوا باغيين يعملوا parce que هما يكونوا les utilisateurs principaux de la solution هما les administrateurs de la solution et de l'autre côté l'équipe SI لكن هذا التريو هذا كان بثلاثه كانوا باغيين alignés راه la solution تمشي du même هذا. Par contre les utilisateurs les collaborateurs généralement les collaborateurs un collaborateur une fois qu'il commence à utiliser un outil digital, surtout la génération actuelle, c'est une génération ultra connectée. تقول لواحد السيد جيب لي ورقه امبريميها ودير دوموند دو كونجي وحطها الار اش ويسني لك هذا ويسني هذا وبقى ديبلاصا برجليك وهذا ما يعجبوش الحال. تقول له ودي شوف عندك une application mobile ولا عندك في البيسي tu fais la demande automatiquement et وانت في البيرو ديالك tu reçois tu vois le flux ولا le flux ديال la validation accepté validé هذا c'est mieux. Donc, généralement les collaborateurs ما تكونش une grande résistance في الاول. هذاك l'apprentissage, la formation ولا le transfert de compétences راه يكون باش يكون l'utilisateur يحس براسو بان un outil qui est facile à utiliser. Moi je te recommanderais un truc par rapport à ce que tu m'as dit, c'est peut-être incentiver les utilisateurs les plus réguliers sur la plateforme MyPiley. Comme ça va driver de plus en plus d'émulation au sein de l'entreprise et une meilleure adoption. Oui, c'est vrai. Donc, on s'est surtout basé sur la user experience في MyPiley. Je parle plutôt de récompenses, de cashback, de gifts, ce genre de choses. Ça va accélérer l'adoption. Là, je te donne effectivement في MyPiley هذه الفكرة ما درناهاش effectivement mais elle est intéressante. حنا درنا ce qu'on appelle du gaming. زدنا un jeu وسط MyPiley. وهذا الجو هذا c'est un jeu que على حساب l'entreprise واش بغات تزيدو بغات تريدو parce qu'il y a la culture d'entreprise des entreprises عندهم la culture ديال الجو هذا ولا الجيمنج d'autres entreprises qui n'ont pas ce هذا. دونك هذا الجيمنج شنو اللي كاين فيه un jeu اللي تتلعبوا مثلا مره في السيمانه اللي فيها un questionnaire وفيه des questionnaires ممكن تادابتيهم دونك حنايا on a créé هذا le c'est sympa pour attirer les collaborateurs. Et il y a une récompense. D'abord pour le moment, l'entreprise il y a la récompense. On met le jeu, mais la politique RH de l'entreprise, il veut mettre des récompenses ou là. Qui parfois des clients qui viennent avec le jeu, les questionnaires, des questions relatives à l'activité ديال حنايا مثلا. حنا زدنا حاجه اخرى هو واحد الاسباس ديال الشات ديال الكوميونيكاسيون بحال واتساب interne ديال l'entreprise. Post MyPiley, ça veut dire que les gens ils peuvent commencer à discuter entre eux, à souhaiter des anniversaires وهذا. زدنا aussi la مساله ديال les anniversaires. C'est-à-dire automatiquement MyPiley, chaque fois qu'il y a un anniversaire d'un collaborateur, il affiche le nom du collaborateur pour que le un espace de communication interne. C'est-à-dire maintenant un événement là, donc on a essayé justement de créer un espace, c'est comme un réseau social. Oui. Donc, en fait, vous avez créé pas mal de choses attirantes pour permettre aux collaborateurs de passer plus de temps que MyPiley et d'adopter. User experience, نحاول نخدموا عليها. Après, je crois qu'il y a un simple logiciel, il y aura juste pour faire une demande, tu quittes. Très bien. Alors, partie AI, 5-10 minutes. Entre parenthèses, tu as perdu toute l'audience en France parce que tu as beaucoup parlé en déjà, mais c'est pas grave, on va se contenter. Ah oui, c'est vrai. Notre chère audience marocaine, la prochaine fois, il faut, si tu as un marché marocain et un marché français, on parle qu'en français. Mais bon, on s'amuse de toute façon. Okay. La question CSI, c'est, on va dire, aujourd'hui, avec tout ce qui est boom de Gen AI, les LLM, la partie OpenAI, tout ce genre de choses, est-ce que, alors déjà, comment est-ce que l'IA, à ton avis déjà, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'accompagnateur de transformation RH, comment l'IA aujourd'hui, tu dirais qu'elle peut accompagner les organisations à améliorer leur processus de gestion de ressources humaines? On va parler de MyPiley après, mais là on commence déjà par la question déjà de base. Bon, généralement, l'IA, il a vraiment fait l'impact énorme dans le monde entier, surtout l'impact dans le domaine professionnel.
Donc il y a des activités ou des tâches qui prenaient des heures, parfois des jours, des semaines, qu'on pourrait les terminer, les faire avec une qualité vraiment, j'utilise le terme augmenté justement, et en un temps record. Donc les entreprises qui ne vont pas profiter de cette technologie, de ces outils, ils seront dépassés par leurs concurrents rapides. Donc ça ne devient pas justement un luxe ou un choix, mais ça devient une nécessité. Exact. Parce que sinon, on sera dépassé. Donc l'IA, il a impacté tous les domaines. Pratiquement tous les domaines ils sont impactés par l'IA. Pour le domaine RH, c'est aussi un domaine que l'IA pourra ajouter une grande valeur ajoutée. Et je donne l'exemple, tout à l'heure on a parlé de recrutement, donc la partie parler de recrutement. Tout à l'heure je vous ai dit que parfois j'envoie des CV, des offres d'emploi et je reçois des centaines de CV. Le traitement de ces centaines de CV, c'est une tâche qui est difficile et parfois on peut rater beaucoup de choses. Okay, donc l'IA, là, en quelques minutes, parfois même des secondes, on peut faire un traitement automatique avec une performance très avancée, élevée justement. Donc pourquoi ne pas utiliser l'IA? Donc pour moi, l'IA, c'est une chose qui est importante pour développer, améliorer et pousser le domaine RH encore plus vers l'avant. Donc les entreprises bancaires, ils doivent justement, pour utiliser l'IA, à mon avis, la première chose qu'il faut faire, il faut d'abord se former. Parce que le problème des ressources humaines au Maroc, c'est que je dirais une grande partie des directeurs de ressources humaines, ce sont des gens seniors qui justement leur relation avec tout ce qui est éventuellement digital, IA, ils sont un petit peu limités. Ça, c'est un avis. C'est pour cela, pour dépasser cette limitation, la première chose qu'il faut faire, justement, c'est qu'il faut commencer à utiliser l'IA. À l'utiliser, à l'essayer, à se former. Mais avant de parler d'IA, on peut parler que du côté digital à la base. Parce oui, justement. Je pense même le côté digital lui-même, les gens ne sont pas assez... Exactement. Donc la partie digitale d'une manière générale, parce qu'on va parler digital, c'est un concept général, et à l'intérieur du digital, il y a l'IA, il y a beaucoup de choses justement. Donc, parce que moi justement, je suis contre en fait d'utiliser juste l'IA comme ça, alors qu'on n'a même pas de fondamentaux dans le côté digital. Mais avant même le digital, il faut avoir des fondamentaux, on va dire philosophiques, pour l'adoption d'une très bonne relation entre l'homme et la machine. Donc tout ce qui est lean startup, tout ce qui est agilité par exemple, il y a pas mal de modèles de conduite de projet et de transformation d'entreprise qui ont fait leur preuve pendant les dernières décennies, qui ont été conçus par des experts, on va dire, et des évangélistes des nouvelles technologies. Donc c'est des modèles d'entreprise, c'est des modèles de conduite de changement, de conduite de projet, qui tiennent compte un petit peu du côté VUCA, du côté volatile, du côté incertain. Donc nous vivons dans ce monde aujourd'hui. Avant de parler IA, donc effectivement, moi je voulais juste signaler ce point, et c'est un point vraiment très important pour moi, et je te répète à chaque fois, Yassine, et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de l'IA, l'IA aujourd'hui, si on va l'utiliser juste comme ça, on va être trop limité, parce qu'on n'aura pas les fondamentaux nécessaires de savoir le potentiel de l'IA. Donc si on veut vraiment bien profiter de l'IA, il faut déjà une certaine acculturation, et je ne parle pas ici que de ChatGPT. Faut parler un petit peu déjà de... commencer déjà par parler de, on va dire, esprit pragmatique, esprit d'agilité, commencer à parler de SI, RH. Donc voilà, généralement le RH, c'est quoi les composantes principales, comment est-ce qu'on modélise ça d'un point de vue système d'information. Voilà, donc en principe. Et puis, commencer à explorer des use cases pratiques en fait de l'IA en fait dans le monde des RH, parce que si on n'a pas de conscience ou bien de connaissance de la manière dont les informations elles sont structurées, ça sera quand même pénible d'imaginer un petit peu des use cases. Donc si on comprend des problématiques business et on a une idée un petit peu de l'organisation de son système d'information, là on pourra commencer à imaginer des scénarios de use case. Et avant de parler d'adoption de l'IA, on parle d'acculturation, et quand on parle d'acculturation, déjà c'est les BABA, c'est les basics. Donc déjà c'est quoi l'IA, voilà les différentes branches de l'IA. La GenAI c'est une seule branche parmi de nombreuses branches, et l'IA qui est utilisée dans le DRH, donc c'est une affaire d'une vingtaine d'années, c'est pas juste récemment avec le boom du GenAI.
parce que déjà il y a le machine learning. Le machine learning avec tous les use cases qu'on peut appliquer avec la data. Donc déjà, moi je pense que dans un premier temps, le directeur des ressources humaines ou bien le professionnel des ressources humaines, il doit baigner un petit peu déjà dans tout ce qui est cette acculturation AI. Et puis, commencer à explorer en mode POC, Proof of Concept, donc des petits cycles d'itération, pour régler à chaque fois, donc, sur chaque cycle, un tout petit problème et adopter cette habitude-là pour commencer à augmenter son entreprise. Franchement, je me suis perdu, j'ai tellement parlé dans tous les sens. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ces use cases simples qu'on peut intégrer au niveau des entreprises, justement, juste pour commencer à s'initier à utiliser les outils AI. Mais le problème, généralement, au niveau des entreprises, c'est pas que des use cases qu'il faut mettre en place, mais c'est un autre problème qui est relatif principalement la data. C'est que de la data, parce que tout ce qui est protection des données personnelles, parce que généralement ce qu'on utilise de l'IA, c'est principalement des outils qui sont en cloud, et cette culture qui règne au niveau de quelques entreprises, c'est que chaque fois qu'on met notre data en cloud, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que pas? Donc il y a le volet sécurité, la data, il y a aussi le volet réglementaire, parce que le Maroc, certes, on essaie justement, on est parmi les utilisateurs. On est parmi les premiers utilisateurs dans le monde de ChatGPT. Et pourtant, en termes professionnels, on n'a pas encore mis en place, on n'a pas réglementé tout ce qui est AI jusqu'à l'instant. Donc du coup, les points qui pourraient freiner l'évolution de l'utilisation de l'IA au niveau des entreprises, c'est principalement ces deux volets. Tout ce qui est sécurité, tout ce qui est data, réglementation justement de l'utilisation de ça. Par la suite, une fois on arrive justement, bien sûr, il y a des entreprises qui sont open, qui sont ouvertes justement par rapport à ce volet-là. L'étape suivante, justement, c'est effectivement, on commence à chercher des use cases adaptés pour résoudre des problématiques pour chaque entreprise. On commence petit à petit à utiliser l'IA. Parce que généralement, une entreprise qui échappe à le train de l'IA, bien sûr, elle sera dépassée par les autres concurrents. C'est parce que là, justement, les entreprises doivent être conscientes, justement, de... Et justement, avec une solution comme MyPiley, l'objectif, c'est aussi de rendre cette transition AI plus facile pour les organisations des ressources humaines. Moi, je pense que l'un des gros challenges, en fait, c'est la data. Ouais. C'est pas le fait qu'elle soit en fait sur le cloud, mais c'est surtout le côté de rassembler la data, de bien la structurer, de bien la nettoyer et de s'assurer que la data elle est conforme à la réalité. Parce que finalement, quand on veut utiliser l'IA, c'est sur la base de la précision de ces données. Donc des données en input, des données en sortie. Si on a un bon volume de data qui est plus ou moins, on va dire, correct, avec un bon niveau de précision, là on pourra exploiter le machine learning et l'apprentissage automatisé. Parce que finalement, il y a le concept du gigot. Je ne parle pas du morceau de viande, je parle du gigot, garbage in, garbage out. Donc si tu donnes de la merde, pardon pour le terme, à l'IA, il te sort de la merde. Là, je par rapport à deux points, parce que c'est aussi un point qui est très intéressant. Chaque fois qu'on parle de l'IA, en fait, pour moi, l'IA, c'est juste un terme, je dirais, commercial. Oui. Mais si on analyse bien l'IA, en fait, personnellement, je peux dire qu'il y a deux volets. Il y a des outils qui existent, comme ChatGPT et autres, et nous, on utilise ces outils directement, comme un utilisateur ou comme un consommateur. Et il y a le développement d'outils qui sont basés sur l'IA. Oui. Et là, c'est toute ce qu'on appelle la data science. Yes. Et là, on parle de machine learning, on parle des modèles, LLM et autres. Okay. Et c'est à ce niveau, si l'entreprise veut développer son propre modèle IA basé sur machine learning, ou deep learning ou autre, c'est là qu'effectivement, il aura besoin de la data. Il aura besoin de la data spécifique à son besoin, justement pour faire du learning à leur outil. Et là, c'est un autre niveau. Oui. Personnellement, j'aimerais bien justement que les entreprises marocaines essaient justement de développer leur propre data, leur propre modèle. Et dans ce cas de figure, on peut même héberger leur modèle sur leurs propres serveurs et data centers locaux sans être obligé de les héberger ailleurs. Une fois qu'on a la data brute, parfois il faut faire le processing de cette data et tout, puis chercher le meilleur modèle, faire tout ce qui est learning de la machine et chercher le bon modèle. Et le modèle on doit justement l'accuracy du modèle et parfois c'est du travail. Et là, on a besoin vraiment d'ingénieurs data science très forts pour faire tout ce travail-là. Par contre, les outils qui existent déjà, tels que ChatGPT, ce sont des modèles qui sont déjà très forts, très puissants, mais le problème, c'est qu'ils sont en cloud. Donc l'entreprise, soit il va dire, ok, c'est pas grave pour moi le cloud, j'utilise tout ce qui existe dans ce cas de figure, ok,
tu utilises ChatGPT et autres, soit tu dis non, moi je ne vais pas utiliser le ChatGPT, moi je vais préparer mon propre modèle LLM, je développe tout en interne et je dois mettre tout sur mes propres serveurs. Mais dans ce cas de figure, il faut vraiment avoir des moyens parce que c'est pas juste un petit serveur simple, il y a des mémoires GPU qui doivent être vraiment énormes, surtout s'il y a beaucoup de data. Oui. Donc c'est un choix. Mais le deuxième choix, c'est un choix qui est un petit peu coûteux. Certes, c'est sécurisé, vous gérez vous-même tout, mais c'est coûteux. Coûteux en termes de ressources humaines déjà, expertise des data science, ressources matérielles, et il faut accepter une marge d'erreur par rapport à ce qui existe déjà. Bien sûr, parce que c'est impossible d'utiliser l'IA de manière, on va dire, en prod du premier coup. C'est des cycles d'itération qui prennent parfois plusieurs mois, même des années. L'essentiel pour moi, c'est que pour commencer à exploiter l'IA, on va dire d'un point de vue high level, d'un point de vue avancé, il faut déjà centraliser sa data. Et pour centraliser sa data, c'est important d'avoir une culture digitale dans son entreprise. D'où l'importance et l'intérêt de la première partie de notre discussion, de parler de cette maturité digitale. Aujourd'hui, c'est un must. S'il n'y a pas une digitalisation de ces processus RH, une centralisation de ces données, avec tous les processus de qualité, ce qui va avec, ben on sera toujours limité dans l'usage de l'IA. On va juste prompter ChatGPT, voilà, on va tourner autour du pot, plus ou moins. Certes, ça va augmenter la productivité dans pas mal de choses. On parle d'augmentation de la productivité individuelle, mais cette data de l'entreprise, ce patrimoine qui est énorme, qui constitue en fait tout le blueprint de l'entreprise, s'il n'y a pas cette centralisation de la data sur le volet digital, ben il ne sera jamais exploité. Et du coup, là, je vais parler de l'importance de solutions telles que MyPiley, ou autre, parce qu'on ne fait pas que de la pub à MyPiley, ça peut être Odoo, ça peut être... De façon générale, c'est une solution digitale pour centraliser ces données RH. Avec MyPiley, par exemple, on aura l'occasion aujourd'hui d'avoir toutes les informations sur les employés, à quelle heure ils viennent, à quelle heure ils sortent, peut-être l'analyse des sentiments, ce genre de choses. Et avec toutes ces datas, par exemple, il est beaucoup plus facile de conduire un churn, pour un churn analysis avec du machine learning, donc pour traiter toutes ces datas et voir quels sont les employés qui sont les plus susceptibles de partir. Certes, les modèles de churn, ils seront pas forcément précis du premier coup. C'est pour ça qu'il va falloir quand même essayer de récolter toute la data historique d'entreprise et avec un outil comme MyPiley, conduire ce type d'entraînement en fait sur les données, ça devient de plus en plus facile. Et pour revenir un petit peu au sujet, qu'est-ce que vous avez décidé d'intégrer donc comme features AI au sein de MyPiley? Déjà, comme ça on s'inspire un petit peu. Oui, justement, déjà, j'aime bien justement la manière avec laquelle tu as expliqué justement les choses, parce qu'effectivement, si on veut vraiment utiliser de l'IA ou si on veut développer notre propre IA, on a besoin de collecter de la data. Et si on veut collecter de la data, il faut d'abord digitaliser. Parce qu'on ne peut pas justement collecter de la data d'une manière physique avec du papier et tout. Donc, les outils digitaux, ça permet d'abord à collecter de la data. Et par la suite, une fois qu'on a la data, on peut utiliser ce qu'on veut avec cette data. Okay, donc déjà ça c'est bien, parce qu'effectivement si j'ai une entreprise avec une centaine de collaborateurs, je peux voir justement le nombre d'absences, de congés, de frais de déplacement, donc tout ça, une fois qu'on a la data, on peut justement utiliser la data comme on veut. Donc c'est important justement de digitaliser. Donc la partie AI au niveau de MyPiley, justement on était conscient depuis la sortie de ChatGPT que l'IA c'était un boom. Et nous aussi on doit justement être alignés et suivre cette tendance. C'est pour cela, justement, on a mis en place une équipe qui travaille sur des modules qui incluent justement l'IA. Okay, on a développé des modèles et actuellement, le modèle, justement, je vais parler, il y a des modèles derrière, mais il y a un module spécifique qui traite, qui inclut la partie IA. C'est le module relatif à la partie recrutement. Est-ce qu'on aurait des CV? Et justement, en fait, c'est pas juste ça. Okay. En fait, on a justement pensé au processus de bout en bout. Le processus, il commence d'abord par un besoin. C'est-à-dire que le recruteur, il y a un besoin interne. La première tâche qu'il doit faire, justement, il doit commencer à rédiger l'offre d'emploi. Okay. Donc, au lieu de commencer à rédiger l'offre d'emploi, donc nous, au niveau de MyPiley, il y a un formulaire avec des mots-clés et le recruteur, il commence juste à mettre des mots-clés. Et par la suite, automatiquement, il y a l'offre qui se génère. Et bien sûr, le recruteur, il peut justement l'adapter, la changer un petit peu selon... publier directement sur LinkedIn. Et par la suite, il peut la publier directement sur soit LinkedIn, parce que MyPiley sera aligné sur la page LinkedIn de l'entreprise, automatiquement, donc directement sur la plateforme MyPiley.
soit il y a une plateforme web où l'offre sera publiée sur cette plateforme web, ou sur une page web. Ça, c'est paramétrable, j'imagine. Justement, c'est paramétrable. Donc, une fois l'offre est publiée, bien sûr, le candidat, il peut justement, soit à travers LinkedIn ou soit à travers ADA, il peut justement postuler. Pour postuler le candidat, généralement, il a un CV. Un CV soit format Word, PDF, parfois même image. Il y a même des candidats qui prennent leur CV format image. Donc le candidat, une fois il upload son CV, automatiquement la plateforme, il va lire, il va scanner, justement, il lire le contenu. Et via un modèle justement d'intelligence artificielle, il peut justement comprendre le contexte et le contenu du CV. Il va justement mettre tout ça d'une manière structurée sur un formulaire. Le candidat, éventuellement, il pourra améliorer ou ajouter des choses. Il postule, une fois il postule, toute la data, il sera reçu par le recruteur d'une manière structurée. Il y a le CV format PDF, image ou autre. Et il y a l'information qui est bien structurée. Et cette information, elle sera stockée dans une base de données d'une manière vraiment bien structurée. Ça, c'est la deuxième chose. Par la suite, une fois le candidat, le recruteur reçoit, je sais pas, son CV, le recruteur n'a pas besoin justement de lire l'ensemble des CV. Il y aura justement une catégorisation déjà des CV. Chaque catégorie de CV sera bien en place sur un CV Tech. Et par la suite, il y a ce qu'on appelle le matching. C'est-à-dire, on va, par rapport à cette offre d'emploi, si j'ai 100 CV, le modèle derrière, justement, il va sélectionner les top 10 des CV qui matchent le maximum avec l'offre d'emploi. Comme ça, le recruteur, il n'a pas besoin justement de lire son CV. Et justement, il aura une sélection des meilleurs CV qui matchent. Donc par la suite, le candidat, le recruteur, soit il va contacter directement ces candidats pour programmer des entretiens. La partie d'ailleurs qu'on a déjà parlé hier justement, c'est qu'on peut même générer des questions relatives à chaque candidat. Ok, et éventuellement, ça on n'a pas encore développé ça, mais l'idée justement c'est même essayer justement de préparer déjà, comme je vous dis, des questions déjà prêtes et une sorte d'entretien virtuel avec le candidat. Pour préqualifier. Alors, très intéressant, j'imagine que vous aurez une pipeline de use case AI intégrée au fur et à mesure. Moi je connais un entrepreneur marocain, Driss Eboumi, qui a développé Maharat. Donc c'est une solution HR qui profite pleinement de l'IA sur pas mal de use cases. Je profite de ce passage pour annoncer probablement un prochain webinaire ou un prochain podcast sur lequel on va s'attarder sur une dizaine de use cases, justement pour inspirer notre audience à faire cette transition IA. En tout cas, c'est très intéressant CSN. Il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps pour ce tournage parce qu'on ne veut pas dépasser 1 heure, ça c'est un choix de la direction de production. Du coup, pour clôturer un petit peu ce podcast, moi ce que je retiens que il y a une volonté de très bien se digitaliser, surtout pour la vision 2030, donc pour faire simple. Il y a différents niveaux de maturité au niveau du marché marocain. Il y a une grande opportunité sur tout ce qui est transformation RH au Maroc. Et également, donc, on voit aujourd'hui que des solutions comme MyPiley elles permettent d'accélérer cette transformation et surtout en intégrant l'IA, vraiment c'est très intéressant que ce soit une solution en plus 100% marocaine. Pour finir, la dernière question, on a moins d'1 minute là maintenant, tu vois, 30 secondes. À ton avis, CSI, quels sont les 3 conseils que tu vas donner aux professionnels des ressources humaines pour conduire une meilleure transformation RH dans nos entreprises? 3 conseils. Ok, le premier conseil justement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de tout ce qui est digital, tout ce qui est IA. Ok, n'hésitez pas justement à tester, à tenter ces solutions. Ok, deuxième conseil. Deuxième conseil justement, c'est généralement les ressources humaines. Ils ont un rôle qui est très important justement pour la réussite des entreprises parce que non seulement il faut faire un bon recrutement, mais il faut justement créer un environnement agréable pour les collaborateurs parce que la génération actuelle c'est une génération qui est connectée, donc dans un temps il faut justement avoir cette volonté de créer cet environnement pour motiver justement les collaborateurs. Pour d'autres, je dirais aussi la formation. La formation, d'ailleurs, les ressources humaines, parmi leurs tâches, c'est assurer des formations. Il faut aussi se former
dans tout ce qui est digital, tout ce qui est IA, parce que grâce à la formation, c'est là que ça va nous permettre justement de développer tout ce qui est outils IA et autres. Super, donc franchement, le dernier conseil, j'adore. Ça me permet de placer la masterclass. La masterclass, oui. Moi, je vais toujours me battre. La masterclass. La masterclass AI pour les ressources humaines, ce sera le 22 février. On n'a toujours pas décidé du lieu. Aujourd'hui, au moins, on a décidé de la date, parce que la dernière fois, on n'avait pas encore convenu la date. Donc, ça sera l'occasion pour nous de vous présenter des use cases AI, donc, que vous pourrez intégrer au sein de votre organisation. Mais avant de parler de use case RH, on va essayer vraiment de vous rendre la tâche plus facile pour l'adoption de ces nouvelles technologies, à commencer par la philosophie, par le volet digital, par de la pratique des outils IA, donc dans des tâches assez récurrentes dans le quotidien en tant que professionnel des ressources humaines. Et on va clôturer la journée par des use cases, donc de transformation AI pour votre département des ressources humaines. Je pense qu'on aura la chance aussi d'accueillir de nouveau Yacine parmi nous au sein de la masterclass. Et voilà, j'espère qu'on vous a été d'un minimum d'utilité aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. Donc, Yacine, je vais te faire le clap. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De toute façon, nous on se voit demain. Inch'Allah. Et vous, on se voit prochainement. Salam alaikum.